Alors, bonsoir à chacun d'entre vous là, pour ce petit webinaire. Alors, vous l'avez peut-être compris avec un peu tardivement, puisque vous avez peut-être reçu les mails annonçant la conférence de ce soir pour le Québec un petit peu tardivement, j'en suis désolé, sauf que je n'avais pas de confirmation d'activité que j'ai en Europe, ce qui a fait que j'ai dû attendre, et finalement le mail est parti un peu tard pour ce soir. Donc, sachez maintenant que tous les lundis soirs, il va y avoir des webinaires qui vont avoir pour objectif donc de répondre à des questions, des interrogations que vous pouvez avoir. Comme j'ai déjà dit, c'est qu'il va y avoir une conférence à l'heure de la France, c'est-à-dire donc à 14 heures heure du Québec. Donc, si vous voulez visionner en direct cet événement-là, mais ce sera toujours un événement un peu plus long, puisqu'il y aura la conférence qui va donc précéder la séance de questions. Alors, la conférence d'aujourd'hui, c'est les 5 grandes dynamiques relationnelles et la loi d'attraction. Donc, c'est un petit peu la présentation que je faisais et qui est enregistrée. Hein, donc, vous allez pouvoir euh, la visionner éventuellement. Donc, dès que ça va être que vous allez pouvoir, donc, que je vais pouvoir moi-même la télécharger, de l'envoyer sur YouTube, etc. Donc, ça devrait se faire, je pense que demain matin, vous devriez pouvoir y accéder. J'enverrai un mail de toute façon de confirmation qui annonce que cette conférence-là est visionnable donc sur le web. Donc, alors les 5 grandes dynamiques relationnelles, je vais vous faire peut-être un petit résumé. C'était qu'il y avait donc 5 grandes. Il y avait le fuyant, le sauveur, le bourreau, le responsable, et puis il y avait donc la victime qui avait été identifiée également comme étant les 5. Et j'avais ajouté par la suite le fusionnel qui pourrait finalement, donc, alors il y avait finalement 6 grandes dynamiques relationnelles. Et j'avais ajouté en plus l'alignement. L'aligné, la personne alignée, c'est la personne effectivement qui est dans une position de verticalité. Alors les échanges relationnels, quand on cherche à établir une relation avec une autre personne, bien évidemment, notre tendance à nous, c'est de vivre horizontalement. C'est-à-dire que moi, je vis un inconfort dans mon corps parce que j'ai des émotions, des blocages, etc. Et comme j'ai ces inconforts-là, ce que je vais faire, c'est que je vais souvent transférer, je vais faire un transfert face à mon entourage, c'est-à-dire que je vais projeter dans mon entourage ce que j'aimerais à quelque part, hein, finalement, que la relation soit, sans tenir compte de mon entourage, c'est-à-dire sans tenir compte de la relation que j'ai avec les gens autour de moi. Et c'est là, évidemment, que cette autre personne-là va recevoir cette demande que j'ai, et lui va réagir un peu infantilement aussi à ce que je lui transmets, et c'est là qu'il va y avoir une dynamique relationnelle qui va prendre forme, et cette dynamique relationnelle n'est pas dans une position de verticalité, puisque la position de verticalité nous enseigne justement d'être capable de reconnaître effectivement que dans mon être, il y a donc des émotions qui circulent en moi, j'apprends à les identifier, et parce que j'apprends à les identifier, je suis capable par la suite de pouvoir reconnaître le besoin qui est associé à l'émotion qui est en moi et donc de la partager avec mon entourage. La partager ne veut pas dire justement se mettre dans une position où on reproche à quelqu'un quelque chose, mais c'est beaucoup plus une position de verticalité dans laquelle on reconnaît ce qui se passe en soi et on ne fait que le partager. Donc, il n'y a pas une question de dire c'est de ta faute ou quoi que ce soit comme ça. C'est vraiment une relation de partage et d'échange, ce qui favorise évidemment des relations beaucoup plus saines. Et c'était un peu le sens de la conférence que j'ai présentée tout à l'heure avec le groupe de la France, mais que vous allez pouvoir visionner comme je vous l'ai déjà dit, et qui va vous donner un petit peu une idée, je pense, intéressante. Il y a des questions qui ont été posées tout au long de l'entretien avec les gens de la France qui ont pu donc agrémenter l'entretien. Alors, évidemment, ce que je viens de vous dire, c'est peu, mais peut-être que vous avez déjà des questions, vous, qui peuvent vous interpeller par rapport aux relations, aux dynamiques relationnelles. Donc, si vous en avez, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, vous pouvez le mettre dans le chat et moi, je vais pouvoir donc simplement, à partir de là, répondre à ces questions-là. Donc, une première ouverture au niveau des questions qui serait concernant donc les dynamiques relationnelles que l'on peut avoir, moi, en tant qu'être humain, avec d'autres êtres humains. Et peut-être que j'ai des questionnements, des interrogations ou des questions que le simple fait que ce que je viens de vous présenter peuvent aussi amener des questions. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, si vous avez des questions, vous m'en faites part. Puis moi, je vais simplement vous dire que ces lundis soirs-là, pourquoi j'ai pensé à les mettre en place, c'est que dans les formations personnelles et professionnelles, j'ai constaté que les gens avaient comme souvent besoin d'être encadrés plus régulièrement qu'une fois par mois. Donc, il y avait un webinaire une fois par mois à l'époque. Et là, j'ai décidé de mettre donc carrément une fois par semaine. Alors, une fois par semaine, ça ouvre la porte évidemment au groupe personnel, au groupe de formation professionnelle, puis également aux gens, tout simplement le grand public, qui ont une envie, quelque part, de pouvoir bénéficier donc d'informations gratuites, en fin de compte, dans lesquelles il y aura souvent des petites conférences, comme je dis, qui seront enregistrées dans le cas du Québec, puisque je le fais dans un premier temps en France et après ça, ben, c'est enregistré, donc vous allez pouvoir la visionner dans un deuxième temps.
puisque le groupe enfant, c'est plus important que le groupe du Québec. C'est une des raisons pourquoi j'ai choisi de faire ça. Puis évidemment, faire 2 fois la conférence dans la même journée, une conférence qui est quand même assez longue, donc ça aurait vraiment généré beaucoup de temps pour moi. Donc, je me suis dit, ben, comme j'enregistre, ben, tout le monde va pouvoir y gagner. Et vous, bien évidemment, vous pouvez bénéficier de ce temps-là pour pouvoir poser des questions, des interrogations. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de questions concernant les relations. Donc, l'autre aspect que j'avais envie d'aborder avec vous dans ce contexte-là, c'est évidemment ceux qui sont en information personnelle ou professionnelle. C'est des questions sur la pratique. Alors, évidemment, vous pouvez aussi poser vos questions et les gens qui ont des questions d'ordre plus général sur la pratique peuvent le faire aussi. Ou encore, des gens qui ont des questions plus personnelles qui concernent leur vie d'une façon plus personnelle, ils peuvent également le faire aussi. Donc, il y a Ginette qui me disait, je ne suis pas en formation, mais j'ai envie de savoir ce qu'il en est. Donc, Ginette, c'est le moment. Si tu as des questions, des interrogations, comme tu veux, la porte est ouverte. C'est-à-dire que tout est possible dans un entretien comme celui-ci. C'était ça que je voulais, en fait. Hein. C'est-à-dire que je voulais créer un espace de liberté, en fin de compte, où les gens peuvent partager autant dans leur vécu personnel, professionnel, que dans leur vécu plus personnel, dans le sens de dynamique qu'ils vivent, eux, ou de problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, d'être secondés dans ces moments-là. Donc, quand vous avez l'occasion, vous me faites signe. Il n'y a pas beaucoup d'activité présentement dans dans le chat. Donc, peut-être je peux demander à Ginette, par exemple, voilà, OK, il y a France qui se lance. Sylvain, si je vis de la violence psychologique et physique. Dans un contexte de relation amoureuse, ça, j'imagine, France? C'est souvent le cas, hein, comme ce genre de situation de violence va souvent se vivre dans une forme d'intimité relationnelle. Oui. Comment faire pour guérir cette relation? Bon, alors on va aborder les choses par étapes pour... oui, je suis marié, OK. Donc, c'est sûr que c'est un thème, évidemment, euh, c'est un thème déjà en partant important. Tu vois, comme si je regarde les dynamiques qu'on avait vues lors de la conférence, que je vais t'inviter à visionner d'ailleurs, France, bien évidemment, quand on parle de violence psychologique et physique, on pense tout de suite dans les dynamiques au bourreau. Hein, le bourreau, à quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu, justement, qui a appris, lui, à manifester une certaine énergie d'envahissement vers l'extérieur et de contrôle. C'est-à-dire que lui a compris qu'en tant qu'enfant, le seul moyen pour se faire entendre, pour se faire respecter, entre guillemets, c'était de déployer énormément d'énergie et d'envahir, donc de ne pas demander à quelqu'un la permission de quelque chose, mais d'envahir la personne, donc de s'imposer à cette personne-là, de chercher justement à la contrôler pour éviter d'avoir un non. Parce que s'il lui demandait très gentiment, la personne pourrait dire oui ou pourrait dire non. Mais comme on est dans la position du bourreau, ben, en quelque part, on ne se donne pas la permission d'être à l'écoute de l'autre, on se donne la permission de s'imposer à l'autre pour avoir la certitude qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, c'est là, quelque part, que, évidemment, le bourreau va ouvrir la porte à la victime. Hein, c'est-à-dire que quand on a un bourreau à côté de soi, bien évidemment, on n'est pas loin, la personne qui est à côté du bourreau n'est pas loin de la position de la victime également. Alors, c'est certain, quelque part, que dans ces conditions-là, quand ça se présente comme ça, bien, inévitablement, on se retrouve dans une dynamique malsaine. Parce que le bourreau, d'une part, manifeste une certaine forme d'énergie qu'on pourrait qualifier un peu d'agressante. Hein? Et puis, évidemment, la victime, à quelque part, va raisonner avec la position du bourreau en se disant, ben, quelque part, je ne peux rien faire, c'est comme ça, etc. Alors ça, c'est vraiment un peu le concept que j'avais envie peut-être de présenter par rapport à la conférence, de faire un petit lien là, par rapport à ça. Maintenant, si on regarde comment faire pour guérir cette relation-là, là, c'est un thème déjà un peu plus personnel que tu abordes, France, parce qu'évidemment, on pourrait faire une recette miracle. La recette miracle, ce serait de dire, d'une façon générale, le bourreau doit identifier à l'intérieur de lui-même euh, ce qu'il opère, parce que le bourreau, quelque part, s'il a développé cette position de contrôlant et d'envahissement vers l'autre, c'est parce qu'il a peur, lui, à quelque part, de se faire dire non, parce qu'étant plus jeune, on ne lui a pas accordé le droit d'être entendu. Un peu comme un enfant, par exemple, qui est dans une demande et que les parents ne lui apportent pas la demande, ben l'enfant, il se rend compte que le seul moyen de se faire entendre, c'est quand il se met à crier. Ah, mais quand il se met à crier, les parents viennent. Donc, il a fait la conclusion que le seul moyen d'être entendu, c'est de crier. Donc, jamais, donc, dans ce sens-là, ça cache à quelque part une fragilité chez lui, mais cette fragilité, il en a peur parce qu'il est convaincu que s'il ne crie pas, il ne va pas être entendu. Donc, à quelque part, tu vois, le bourreau, finalement, il a à explorer, à quelque part, sa fragilité. Certainement pour se rendre compte que derrière ce côté bourreau-là se cache quelque chose qui n'a pas été entendu, n'a pas été reconnu. Et c'est pas parce qu'il est un bourreau qu'il se fait entendre non plus. Parce que le bourreau, lui, le met dans une position
d'une certaine façon où il agresse l'autre. Et c'est pas quelque part ce qu'il souhaite fondamentalement, c'est pas nécessairement ça qu'il souhaite non plus, d'accord? Mais en même temps, c'est plus fort que lui puisque ça lui donne le sentiment de contrôle qu'il recherche. Et puis la victime, bien évidemment, si elle accepte d'être dans une position où un bourreau se manifeste, c'est parce qu'à quelque part, elle a le sentiment qu'elle n'est pas assez importante pour donner de la valeur à qui elle est. Quand on parle de violence physique ou psychologique, c'est parce qu'on endure quelque chose qui n'est pas acceptable. Et si on l'endure, c'est parce qu'on considère qu'on n'en vaut pas la peine. Là, je fais ça comme une grande caricature. Alors évidemment, ça veut donc dire qu'il y a une tristesse, une forme d'abandon qui est derrière ça. Donc, sans doute que la victime doit apprendre justement à reconnaître cette tristesse où elle s'est sentie pas appréciée, pas aimée, pas reconnue, puis elle s'est comme identifiée à ce sentiment-là, donc elle est devenue quelqu'un qui ne se valorise pas. Alors, c'est certain que tout le travail du bourreau et de la victime, tu vois, ils ont des enjeux différents et ils ont une essence fondamentale à aller chercher à travers leur fonctionnement. Et c'est certain que la loi de l'attraction ben, fait qu'on se retrouve dans des situations où on va être attiré par le bourreau, ben, va se retrouver attiré par une victime et la victime va se retrouver souvent attirée par un bourreau. C'est comme une question de logique, hein, c'est comme des attractions, c'est comme deux pôles opposés qui vont s'attirer un peu comme des aimants. Donc ça, tu me suis à ce niveau-là, France. Maintenant, là, je vais aborder d'une façon un peu différente les choses, puisque là, on va l'aborder, si tu veux bien, d'une façon plus personnelle. On va plus parler de toi et de la relation pour regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait être fait, parce que là, évidemment, euh, comment faire pour guérir cette relation-là? Bien évidemment, là, on va parler de deux êtres humains. On va parler d'une dynamique relationnelle à ce moment-là qui va être plus vivante et on va regarder qu'est-ce qui va en résulter. Moi, je n'ai pas de solution à ce niveau-là. Il faut que je me mette en contact avec toi pour regarder ça. On a vu qu'il y a des tendances. Hein. Chacun des êtres humains a une démarche à faire. Maintenant, on va aller voir d'une façon plus vivante, toi et ton mari. Je vais me mettre en relation avec toi pour commencer. Ça, ce que je sens de toi, France, la première chose, c'est la peur. La peur de se retrouver seul, par exemple. Toi, la peur de se retrouver seul, c'est un peu comme le sentiment que le seul moyen pour toi d'exister, c'est de te trouver dans une position où tu es dominé. Parce qu'en étant dominé, tu es dans une position, justement, où, à quelque part, moi, je vais dire ça comme ceci, c'est que depuis que tu es toute jeune, cette position de dominer a été vécue, expérimentée à plusieurs reprises, et tu t'es identifié à ça. Et en t'identifiant à ça, tu te donnes, tu es tellement identifié à ça que tu ne peux pas concevoir autre chose que ça. Donc, à quelque part, d'une certaine façon, même dans la dynamique, c'est un peu comme si toi-même, tu allais te dire, bon, voilà, je vais me pencher pour s'en couper au derrière. Là, j'exagère en te le disant comme ça, hein, mais c'est un peu comme s'il y avait une dynamique qui s'est installée et qui était comme normale, c'est comme une normalité. Donc, déjà en partant, toi, par rapport à toi, on voit bien que si on parle d'un potentiel évolutif, le potentiel évolutif, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, je suis identifié à un état de victime. Cette identification-là est reliée à mon enfance, à mon éducation, puis à une certaine forme de programmation que j'ai installée dans ma vie sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je commence à constater que j'ai moins en moins envie d'être victime. Alors, si je suis de moins en moins dans l'envie d'être une victime, je suis de moins en moins identifié à elle, j'ai donc à m'identifier à autre chose. Et c'est là qu'on touche le potentiel évolutif, qu'on touche l'essence fondamentale de l'être. Et là, ce qu'on voit quelque part, c'est que toi, cette essence fondamentale-là, qui pourrait être autre chose que la victime, mais c'est comme une femme qui est trop grande. C'est comme si tu la voyais trop grande, cette femme-là, un peu comme un fantasme, un peu comme se rendre compte de se dire, je pourrais être ça, mais c'est pas possible. Donc, je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Donc, et quand tu dis que c'est pas possible, c'est parce que j'ai l'impression que toute la notion de l'orgueil et de la fierté qui est concernée par ça. Tu sais, quand on est un enfant, on a le sentiment qu'on pourrait être quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, puis on peut même avoir des fois le sentiment que cette impression qu'on pourrait être quelqu'un d'extraordinaire, c'est vraiment relié à un sentiment, effectivement, qu'on a de la valeur, qu'on a une signification, qu'on est quelqu'un de bien. Et sans le vouloir, les parents, des fois, peuvent nous transmettre un message contraire à ça, qui nous font comprendre qu'on n'est pas grand-chose, qu'on ne vaut pas grand-chose, puis qu'on va devoir effectivement se soumettre à eux, à d'autres êtres humains, parce qu'on ne mérite pas, on est prétentieux, on s'imagine être mieux que ce qu'on est réellement. Et que c'est comme ça, quelque part, ce message-là nous rendait coupables nous-mêmes de se dire, ben c'est vrai, je me sens mieux que je suis vraiment, je suis vraiment une vaniteuse, une fière, je me prends pour quelqu'un d'autre, je ne dois pas être comme ça, je dois vraiment apprendre vraiment à être humble. Et dans ta tête, à toi, humble devient effectivement la victime. Alors, tu comprends quelque part que ce cheminement-là t'a éloigné donc
de cette fierté-là. Puis la fierté, évidemment, à chaque fois que tu la touches en dedans de toi, tu te dis non, non, c'est pas bien d'être ça. Je ne dois pas être fier, je ne dois pas me prendre pour une autre, je dois finalement accepter la situation. Je ne sais pas si tu me comprends par rapport à ça, France. Peut-être juste me dire un petit mot là-dessus pour qu'on puisse faire la suite. Donc, c'est très bien. Trop bien. OK, trop bien. OK, bon. Alors, ça, c'est donc la première chose que je voudrais te dire par rapport à ta question, c'est qu'il y a donc ce volet-là qui est important. Et quand on parle de transformation et de changement par rapport aux 5 grandes dynamiques relationnelles, et qu'on cherche à rétablir la situation pour qu'on nous contacte avec la position de verticalité dont j'ai parlé. Mais la verticalité, qu'est-ce que c'est? C'est la position où je m'accorde le droit de reconnaître que l'énergie circule à travers mon être d'une façon harmonieuse et fluide. Alors, ça veut donc dire que je ne suis plus dans une position où je suis en tension ou en conflit avec moi-même. Je reconnais quelque part qui je suis. Et dans ton cas, ce que tu es, c'est à quelque part te rendre compte qu'il y a en dedans de toi une femme qui est fière, qui a confiance en elle et qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut pas, et qui n'a jamais eu l'impression qu'elle avait le droit d'être cette femme-là, parce qu'à chaque fois qu'elle a manifesté, elle n'a pas été prise au sérieux. Et là, ça touche la relation avec ton compagnon, parce que ton compagnon, j'ai l'impression qu'il ne te donne pas l'autorisation d'être cette femme-là, parce qu'il ne te reconnaît pas le droit de cette femme-là. Donc, ça correspond bien à ce qu'on disait tantôt par rapport à la dynamique familiale. Quand tu étais enfant, tu n'avais pas le droit à être ça, et cet homme-là a reproduit, je dirais ça comme ça, la même logique. Alors ça, c'est pas une position de verticalité, ce que je te décris là, parce que c'est une position effectivement d'horizontalité. C'est-à-dire que toi, tu t'assumes tout à coup, et là, la personne te dit non, tu es ridicule, tu te prends pour une autre. Puis là, à ce moment-là, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'effondrer. En t'effondrant, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas renouer contact avec la victime, puisque comme tu n'as pas le droit d'être la femme qui aura envie de se tenir debout, mais tu peux juste être que la victime. Donc, c'est un peu comme un château de cartes. Tu essaies de construire, tu travailles fort, j'ai l'impression, France, pour construire une personnalité qui serait plus positive, qui serait plus évolutive pour toi. Puis, quelque part, ton compagnon, mais c'est un peu comme ça, quelque part, il arrivait, lui, à cerner rapidement la sensibilité émotionnelle que tu as. Il touchait un petit peu le bouton, puis là, badaboum, ça explosait, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, quelque part, qu'il faut cerner de ça, France. C'est que toi, à quelque part, tu as à apprendre, justement, certainement, à reconnaître qu'à l'intérieur de toi-même, il y a une femme qui a envie, donc, d'accueillir son droit à être une femme, je pourrais dire une femme de haut niveau. On va l'appeler comme ça, haut niveau, d'une valeur importante, qui est importante, qui n'a pas envie à quelque part de se faire dominer, qui n'a pas envie à quelque part de se faire contrôler, qui n'a pas envie à quelque part qu'on l'accueille pas. Elle a envie au contraire qu'elle puisse sentir, qu'on la prenne qu'elle puisse sentir qu'on puisse la prendre dans ses bras et l'accueillir, l'accepter et qu'elle puisse effectivement se développer, s'épanouir grâce à ça. Tu vois? Alors j'ai l'impression que c'est ça un petit peu que tu as à développer toi de ton côté. Donc, c'est certain que cette femme-là qui a envie de s'assumer, comme ce que je viens de te décrire, ben, ça veut donc dire quelque part que cette femme-là, elle doit reconnaître que les gens autour d'elle n'ont pas envie de ça. C'est-à-dire que ton mari, par exemple, c'est pas qu'il est méchant, mais à quelque part, au niveau de son inconscient, il a compris à quelque part que tu étais, en te faisant tomber de la sorte, en te disant des choses qui font que tu tombes, que tu t'effondres, ben lui, il peut avoir le contrôle sur toi, puis un peu finalement faire ce qu'il veut avec toi. Et toi, tu tombes dans un fond de dépression à ce moment-là. Tu es un peu comme déprimé. Et quand on est déprimé, ben quelque part, ben, on n'a pas la force de se défendre, on n'a pas la force de dire non, on n'a pas la force de s'assumer vraiment. On a plus une situation où on laisse tout aller, puis on tolère, puis on accepte parce que finalement, on est juste bon à ça, finalement. On arrive à conclure ça. Alors, c'est là que je me dis que toi, de ton côté, tu as à porter de l'attention vers cette dynamique-là, celle que je viens de te décrire, parce que ça veut dire quelque part qu'au fondamentalement, en dedans de toi, il y a quelqu'un, et là je vais exagérer beaucoup en le disant, qui aime ça, qui aime être dans la position de victime. Quand je dis qui aime être dans la position de victime, c'est un peu comme, c'est pas vrai ce que je viens de te dire, tu n'aimes pas ça. Sauf qu'il y a une facette de toi qui aime ça, parce que ça vient confirmer quelque chose. Je savais que j'étais pas bonne, je savais que j'étais conne, je savais que j'étais nounoune, je savais que j'étais pas à la hauteur, que je me prenais pour une autre, je le savais. Alors, quand on dit ça, là, ça veut dire quelque part, hey, j'étais-tu assez stupide de penser que j'étais mieux que ça? Alors, ça veut donc dire quelque part que la problématique qu'on rencontre avec son mari ou avec d'autres gens, ben ça vient comme nous confirmer. Ah, c'est soulageant presque de savoir qu'on se prenait pour une autre. Hein, c'est un peu, et c'est là qu'on tombe dans une position de victime
qui devient quelque part comme une genre de condition de vie. Ah ben c'est normal, c'est comme ça que c'est, puis je ne remets pas en question parce que je me prenais pour une autre, puis là, cette personne-là me ramène les points sur les i, puis elle me rappelle qui je suis vraiment, puis toi, il y a quelque chose là-dedans de comme si tu adhérais à ça. Alors, c'est ça que je veux te faire comprendre, parce que si tu adhères à ça, ça veut donc dire quelque part qu'il y a une facette de toi qui accepte ça, qui reconnaît ça, qui se dit, ben oui, c'est normal que ce soit ça. Alors que moi, j'ai l'impression que si tu apprends justement à commencer à te rendre compte à quelque part que ce que tu dis, quand tu dis que c'est normal, moi, ce que j'ai l'impression que tu fais, c'est que tu fais simplement te nier. Te nier comme tu le fais en tant qu'enfant, parce qu'effectivement, te mettre dans une position où tu assumerais qui tu serais, ce serait un peu de vivre une forme de rébellion. La rébellion, bien évidemment, c'est te mettre dans une position où tu contestes l'autre. Tu contestes ce que l'autre te raconte, ce qu'il te dit. Tu n'acceptes plus quelque part qu'il te dit la vérité. Tu te dis non, moi je ne crois pas à ça, je crois à autre chose que ça, je crois que moi je vaux mieux, puis que je mérite mieux. Et dans ce sens, tu peux penser ce que tu veux, mais moi, c'est ce que je crois. Moi, c'est ce que je t'encourage d'ailleurs à développer, hein, cette conscience que la position d'horizontalité t'amène, toi, à t'assumer. Et assumer, c'est pas dire à quelqu'un, est-ce que j'en vaux la peine? Non, non, tu en vaux la peine. Et parce que tu en vaux la peine, la personne qui est devant toi, ben, elle va devoir justement reconnaître que tu en vaux la peine. Et comment elle va faire ça? Bien, elle va faire ça quand toi, tu vas te tenir debout assez fortement pour lui faire comprendre que si ça ne change pas, tu vas t'en aller. Ça, c'est une situation qui crée souvent un choc pour l'autre personne parce qu'elle se rend compte, elle se dit, OK, si je continue à faire ce que je fais là, cette personne, elle va partir. Alors, si je veux que ça change, il faudrait que je fasse des changements. Si je veux pas que ça change, ben, je vais continuer. Mais c'est certain que cette personne-là va partir. Puis c'est là, quelque part, la condition que toi, tu dois aussi avoir reconnue. C'est-à-dire que si tu dis, ben non, moi, j'assume que je suis ça et j'ai plus envie de vivre, de subir ce que tu me fais vivre, et que si ça recommence, ben, je vais partir, mais ça recommence, il faut que tu partes. Tu vois, c'est ça un peu la situation. Mais ça, c'est une position de verticalité dans le sens que toi, tu exprimes à quelqu'un finalement que tu peux plus, euh, que tu sais, c'est un peu comme identifier ses sentiments et ses émotions. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on identifie ses émotions par rapport à un ressenti intérieur. On se dit, ben, je me sens dégoûté, dégoûté parce que je me respecte pas. Je me respecte pas parce que quelque part, je tolère quelque chose qui est inacceptable. Je n'ai pas à l'accepter du tout. Et mon besoin par rapport à ça, c'est de commencer à dire non. À commencer à dire non, c'est de commencer à reconnaître que j'ai envie de m'affirmer. M'affirmer auprès de l'autre personne pour qu'elle comprenne que je ne veux plus, moi, tolérer, à quelque part, le comportement qu'elle manifeste à mon égard, parce que je ne suis plus intéressé, justement, à entreprendre, donc, une démarche comme celle-là. Alors, c'est là que tu commences à comprendre que l'autre personne, bien évidemment, tu n'es pas en train de lui reprocher plein de choses. Tu es juste en train de lui dire que moi, j'ai envie à quelque part que ça change, parce que je me rends compte que pendant un certain temps, j'ai toléré ce que moi je juge aujourd'hui comme étant quelque chose qui ne me correspondait pas. Et j'ai envie aujourd'hui que ça change. Et pour que ça change, ben, j'ai envie maintenant de te faire valoir qu'est-ce que moi je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, et de te demander quelque part de le respecter. Alors, c'est là qu'on aborde, on a identifié les émotions, on a amené des besoins, les besoins de se faire respecter, etc. Et on va ensuite amener également de quelle façon que tu pourrais me respecter. Alors toi, tu peux l'aider, hein, tu peux l'aider, France, tu peux lui dire, ben, tu pourrais m'aider, bon, tu peux me respecter en faisant telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et l'autre personne, ben, peut effectivement se dire, OK, je suis prêt à faire ça. Je suis prêt à m'engager à le faire et je suis prêt à mettre des actions pour le faire. Puis c'est là qu'on entreprend une genre de collaboration qui fait que la relation peut changer. Alors évidemment, il faut que tu sois bien consciente que que l'entente de cette entente-là peut être valable que si évidemment une réelle motivation des deux personnes, c'est-à-dire que ton mari doit aussi avoir la volonté d'effectuer un changement qui va te permettre de sentir effectivement cet épanouissement-là. Je ne sais pas comment tu reçois ça, France, ce que je viens de te dire. Tu peux peut-être me donner un petit mot par rapport à ça. Que tu m'avais dit trop vrai à 18h34. OK, donc tu dis vrai, d'accord, OK. Puis maintenant, si on garde, maintenant, j'ai beaucoup regardé ta position à toi. Si on regarde un peu maintenant ton compagnon, ça, ton compagnon, moi, c'est comme ça, je pourrais te le décrire. C'est un peu comme quelqu'un qui se dit, euh, je sais que c'est pas vrai.
Je sais que tu le feras pas. Je sais que tu n'es pas à la hauteur. Je sais que tu n'es pas capable. Je sais que tu n'en as pas la force. Je sais qu'à quelque part, finalement, tu aimes ça. Je sais en même temps que tu désires ça. Vous voyez, c'est comme des affirmations, hein? C'est un peu comme quelqu'un qui se dit mieux savoir plus ce que toi tu veux. Hein, c'est un peu comme si tu étais capable de dire, ben moi, je sais ce que tu veux. Quand je te bosse, c'est parce que je sais que tu sais ce que tu veux. Alors, tu n'en es pas consciente, mais je sais ce que c'est ce que tu veux. Donc, vous voyez comment là, ça devient pernicieux, cette situation-là. Et c'est certain que cette personne-là, quelque part, dans cette position-là, euh, elle a une certaine forme d'énergie d'imposition. Et tantôt, on parlait du bourreau, hein, c'est l'énergie qui envahit, qui contrôle. Pourquoi elle envahit et qu'elle contrôle? C'est parce qu'elle sait qu'elle possède l'autre de cette façon-là. À partir du moment que nous, on décide de dire à la personne, euh, je ne veux plus à quelque part être contrôlé, hein, je ne veux plus que tu me contrôles, c'est sûr qu'on est en train de rebeller, on est en train de s'épanouir, on est en train de se sortir d'une dynamique. Euh, Cette dynamique-là, quelque part, nous amène donc à devoir envisager, tu sais, quand on dit les moyens de sécurité qu'on doit avoir, nous, pour se protéger de quelqu'un qui pourrait, qui arrive à faire de la violence psychologique et physique sur nous, ben, c'est quelque part de reconnaître que si ça doit se reproduire de nouveau, ben, il y a la police. Il y a, toi, c'est de vraiment faire comprendre quelque part que la situation, puis c'est sûr que si on en arrive à une étape comme celle-là, c'est sûr que la situation de brisure d'une relation, on n'en est pas loin. Mais quand on arrive à être obligé de dire à quelqu'un, je ne veux plus que ça se reproduise, mais qu'elle le recommence, et que nous, à quelque part, parce qu'elle recommence, on est obligé à quelque part de réagir fortement pour lui faire comprendre que ce n'était pas acceptable, ben, on en arrive effectivement à une situation de point de non-retour un peu plus, c'est un peu plus dangereux, c'est un peu plus difficile d'envisager de reconstruire une relation dans des conditions de même, parce que ça veut donc dire quelque part qu'il y a vraiment une impasse. Parce que quand on est rendu à une étape comme celle-là, euh, on ne peut plus avancer, on ne peut plus progresser. Alors, c'est certain que toi, de ton côté, ben, cette position tu sais, quand je te disais tantôt, tu n'as pas demandé la permission pour te tenir debout, ça veut donc dire quelque part que tu n'as pas à devoir, effectivement, attendre que l'autre te dise oui, je le veux. Hein, c'est-à-dire que si la personne, elle te dit oui, je veux bien quelque part prendre soin de toi, puis faire attention à toi, puis t'apprécier, puis t'aimer, puis te battre, ben, quelque part, ça passe par l'action. C'est-à-dire, OK, on va voir. Maintenant, si tu ne fais plus, si tu es gentil avec moi, etc., ben, je comprendrai que ça a changé. Mais si ce n'est pas le cas, ben, on est obligé quelque part de comprendre effectivement que notre devoir à nous, en tant que femme qui se tient debout, c'est de réagir. De réagir pour finalement faire valoir quelque part que quelque chose qui n'est pas acceptable et qu'on ne peut pas tolérer. C'est pas qu'on dit, on dit même pas à son mari que c'est un dégueulasse, c'est un ceci ou un cela. Non. On lui dit juste, je me reconnais comme quelqu'un qui a une certaine valeur et je ne peux pas tolérer ce genre de comportement-là avec moi. Donc, je suis obligé de réagir. Je suis obligé, à quelque part, de poser une action pour te faire comprendre que moi, je dis non à ça. Parce que tant ils sont temps que tu ne dis pas non à ça d'une façon catégorique, par exemple, quand je dis appeler la police, tu vois, c'est un gros truc, là. Mais en même temps, quand tu fais ça, tu es en train de dire clairement à cette personne-là, non. Elle ne peut plus te dire, je sais que tu aimes ça au fond. Parce qu'elle comprend quelque part que l'acte que tu as posé est un acte qui dit non de toutes les cellules de ton corps. Et là, quelque part, c'est là qu'il peut y avoir à ce moment-là un choc qui amène une personne à se rendre compte à quelque part qu'elle est trop loin. Maintenant, bon, comme je l'ai dit tantôt, à partir du moment que ça va à cette étape-là, ça reste que c'est quelque chose qui est plus fragile, comme la relation. Est-ce qu'on peut dépasser cette relation-là? Mais il faut effectivement qu'il y ait une bonne volonté. Une dynamique relationnelle, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a deux personnes et que les deux personnes, à partir d'un moment donné qu'une personne change, comme toi par exemple, si tu changes, mais il faut que l'autre personne change aussi. C'est-à-dire qu'il y a une évolution relationnelle. C'est-à-dire que si toi tu changes et l'autre personne reste comme elle était avant, ben tu ne peux pas, toi, attendre qu'elle change. Tu es obligé de lui dire, regarde, moi j'ai changé et voici mes nouveaux besoins. Voici les nouvelles ententes que j'ai envie d'avoir avec toi. Si l'autre personne ne suit pas, ben c'est malheureux, mais ça va être difficile d'envisager une relation à long terme qui va pouvoir se continuer parce que toi, tu ne vas plus adhérer à la relation, tu ne vas plus continuer dans le même sens de la relation. Alors, c'est certain qu'il va falloir effectivement que toi, tu manifestes à ce moment-là très clairement ton intention de c'est quoi la direction que tu veux prendre pour que la relation, effectivement, puisse se bâtir sur de nouvelles modes de fonctionnement. Alors, c'est un petit peu que j'aurais à te dire, Franck. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire. Oui, mais tu vois, quand tu me dis je pense que ça ne changera pas, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il ne changera pas. Moi, ce que je te parle, c'est de toi.
Et toi, je pense que toi, tu peux changer. Et c'est ça, quelque part, la clé que la position de la verticalité. Une dynamique relationnelle, ça ne changera pas parce que, justement, dans une dynamique, la dynamique, c'est un bourreau-victime. Alors, s'il y a un bourreau, il y a une victime. On ne peut pas y échapper. À partir du moment qu'on commence, justement, à envisager le changement, ben, le changement, il passe par je ne suis plus une victime, j'ai plus envie d'être une victime. Qu'est-ce que je suis d'abord? Je ne suis pas une victime, moi. Mais c'est ça. Je suis une femme, finalement, qui se rend compte qu'elle ne s'est jamais respectée, qui s'est mise dans des situations relationnelles qui étaient inacceptables. Elle s'est mise, donc je ne suis pas en train de te dire que tu es une victime, je suis en train de te dire que tu as contribué à être dans cette situation-là parce qu'à quelque part, en fond de toi, tu croyais à ça. Lui, il s'est permis de faire ce qu'il a fait parce qu'il savait, à quelque part, il t'a toléré, il t'a accepté les conditions. Je ne suis pas en train de te rendre responsable de quoi que ce soit en te disant ça, mais je te demande simplement de te rendre consciente qu'à partir du moment que tu dis non, c'est non. Et à partir du moment que tu dis non, c'est évident que la dynamique change. Et c'est là, quelque part, que toi, tu te mets dans une position où tu commences à te respecter et tu commences à dire que c'est plus acceptable. Et c'est comme ça que les choses se font, tu vois. Donc, je pense que c'est une situation un peu, comment dire, c'est pas les situations les plus simples parce que c'est des situations, effectivement, qui vont dans les exagérations. Quand on arrive à un niveau d'exagération, ben, à quelque part, on est obligé de faire des actions qui sont plus dures, pourrait-on dire, pour faire valoir les choses. Puis la relation risque beaucoup plus facilement d'exploser parce que la dynamique a été dans les extrêmes. Tu comprends? Alors que c'est un peu comme dans une situation collective, quand on parle d'une guerre, une guerre, quelque part, ça génère quelque chose qui est très violent. Et si on a eu un peuple qui était victime, puis un peuple qui était bourreau, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut générer autre chose qui va être violent aussi, puis ça peut exploser en toutes les directions. Alors, c'est certain que quand on aborde ces choses-là, on est dans des situations effectivement exagérées. Ces situations exagérées sont plus difficiles à gérer d'un point de vue équilibré, je dirais, puisque quelque part, il y a quelque chose une forme d'injustice. Donc, pour que l'injustice change, souvent, faut passer par une étape où on doit manifester une certaine forme de puissance aussi pour se faire entendre de l'autre. Et c'est ça un peu comme moi, j'ai l'impression qu'il serait présent là, dans ce que je viens de te décrire. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, France, est-ce que ça t'aide, ce que je te raconte? C'est sûr que ce que je te dirais aussi, France, c'est que tu es quelqu'un d'assez sensible et assez émotionnel. Donc, c'est certain que quand une personne qui a une certaine finesse comprend quelque part qu'on a une certaine sensibilité et une certaine émotion, cette personne-là, quelque part, elle est capable de comprendre ce que tu as besoin. C'est-à-dire que par moment, elle peut très bien être gentille, elle peut être super cool même, j'irais jusqu'à dire, parce qu'elle comprend quelque part que en te donnant cette illusion d'être gentille, elle se permet effectivement de pouvoir comme dire, ben regarde, je suis gentil, puis quand je te bats, c'est parce qu'effectivement, ben, t'étais pas fine, t'étais pas correct. Il fallait que je te batte pour te faire comprendre. Alors, c'est là qu'on commence à tomber dans une position un peu plus complexe parce que ça veut donc dire finalement que tu arrives à des fois à voir que cette personne peut être gentille. Puis effectivement, quand elle te bat, à quelque part, c'est comme si elle se justifiait en se disant oui, je t'ai battu pour telle raison. Alors que finalement, il n'y a aucune raison pour battre quelqu'un. Mais on arrive à se sentir coupable nous-mêmes en se disant, ben c'est vrai, il m'a battu pour telle raison, c'est vrai que j'ai pas fait ça correct, j'ai pas été comme ça. Et là, on tombe dans une espèce de piège vraiment très dangereux pour toi plus particulièrement. Donc voilà, c'est donc tu me dis oui, c'est tellement vrai tout ce que tu dis. Donc moi je te dirais quelque part que c'est ça, il faut maintenant que tu commences à prendre un papier et un crayon et que tu commences justement à mettre de l'avant ce que tu es. Ce que tu es, c'est pas une victime, c'est une femme à quelque part qui a envie de se faire respecter et qui a donc eu une grande fragilité, je dirais, qui est de l'ordre du romantisme. Tu as cru à l'amour, tu as cru au romantisme, tu as cru qu'un homme peut être gentil, tu as cru à tout ça. Et que si un homme n'était pas gentil, c'est que d'une certaine façon, tu le méritais. Donc, tu dois te rendre compte effectivement que tout ça a été comme une tolérance que tu as vécue due à une forme de croyance, mauvaise croyance que tu avais, de croire que si on te battait, c'est parce que tu le méritais. Et là, il faut maintenant que ça change, il faut que ça bouge. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut maintenant que tu amènes à reconnaître que derrière tout ça, il y a donc une femme qui est très déçue parce qu'elle est romantique, cette femme-là. Hein. Toi, tu es romantique, donc tu es très déçu du fait que le romantisme, finalement, t'amène à constater, ben, finalement, à faire un constat de dire, ben, hein, ça n'existe pas, on pourrait voir ça comme ça. Évidemment, ça existe le romantisme, mais dans les circonstances dans lesquelles tu étais,
tu n'étais pas dans une bonne position pour vivre ça. Et c'est là qu'évidemment, c'est là que tu peux entreprendre un changement qui t'amène à te reconnecter effectivement à la femme qui maintenant se dit, ben voilà, moi j'ai plus envie de vivre ça, j'ai envie de vivre une relation avec un homme qui va m'apporter ceci, cela, cela, cela. Et c'est là que tu commences vraiment à nourrir une nouvelle énergie, puis justement à manifester aussi avec une certaine puissance, une certaine force, ton désir de ne plus être, de plus subir cette situation-là. Tu vois, c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça. Ça va, France? Il y avait une autre question aussi, donc je vais peut-être l'aborder. France, tu me fais un petit signe pour me dire que c'est OK quand tu es prête. Et s'il y a d'autres personnes dans la salle, bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de faire des questions, des interrogations aussi, bien évidemment, par rapport à divers sujets. Hein. Là, on parle des relations, mais ça peut effectivement toucher d'autres sujets, comme vous le voulez. Donc, il y a Ginette qui me disait, je me sens bloqué, figé et emprisonné. Je sens que j'ai de la difficulté à progresser. Je crois que j'ai besoin de l'exercice d'enracinement pour retrouver goût à la vie. Est-ce que tu la pratiques, cette pratique-là d'enracinement, Ginette? Tu me dis que tu sens que tu as besoin de cet exercice-là. Vous savez que le module 1 de la formation personnelle est gratuit sur le site développementconscience.com. Et dans ce module-là, vous allez retrouver la pratique de l'enracinement. En fait, il y a deux versions de la pratique de l'enracinement que vous allez découvrir. La première, c'est une version longue qui dure assez longtemps, peut-être 30 minutes. Et vous avez une version courte qui est à peu près de 15 à 20 minutes, il me semble. Donc, vous avez deux versions de la pratique de l'enracinement qui vous permettent de découvrir un peu ce que c'est. Et la pratique de l'enracinement, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est cette capacité que j'ai de laisser circuler l'énergie de la Terre et laisser circuler l'énergie du ciel à travers mon corps pour que justement je sois dans une position où il n'y a pas de heurte, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de blocage dans mon corps, que je sois le plus aligné possible avec qui je suis et que de cette façon-là, je ne sois pas en train de projeter. Hein, projeter, c'est un peu cette position d'horizontalité où je projette vers les autres mes blocages, mes émotions. Tu vois, alors c'est ça un peu qu'on cherche à manifester de cette façon-là. Je l'ai vu et pas pratiqué, je l'ai entendu cet après-midi, la conseiller. Effectivement, moi, j'encouragerais vivement à la pratiquer. Je te dirais que la normalité, c'est de pratiquer au moins 7 jours d'affilée. Prendre une pratique même d'enracinement longue pendant 7 jours et ensuite d'évaluer dans un petit journal intime qu'est-ce qu'on vit quand on fait ça. Parce que moi, j'ai l'impression que la pratique d'enracinement, dans ton cas, elle va te connecter avec tes jambes, elle va te connecter avec le désir, justement, euh, de te redonner du pouvoir. Se redonner du pouvoir, ça veut dire quoi? Toi, tu n'as pas de jambes. Donc, c'est comme ça que je te perçois. Ça veut donc dire quelque part que toi, tu subis les événements de la vie, quelque part, comme tu n'as pas de jambes, tu n'es pas capable de mettre des freins, tu n'es pas capable de dire stop, tu n'es pas capable d'aller à gauche, aller à droite. Tu te laisses un peu porter par les événements. Tu vois, c'est comme ça que je te sens. Et en te laissant porter par les événements, tu as toujours l'espoir que des gens vont être attentifs à toi, ils vont te voir, ils vont te reconnaître, et ça ne se fait pas. Donc, il y a une grande déception qui vient avec ça, une impression justement d'être abusé, d'être utilisé, qu'on fasse un peu ce qu'on veut avec toi. Et c'est ça un petit peu que je sens que tu as besoin de te reconnecter avec tes jambes pour justement te mettre dans une position où tu commences à sentir dans toi ce que j'appellerais la volonté de dire non. Moi, j'ai l'impression que le non est important là-dedans. Dire non à plusieurs choses. Toi, comme tu me dis que tu te sens bloqué, figé, emprisonné, j'ai l'impression que tout ça, ça vient parce que tu ne dis pas non. Tu te sens dans un processus où tu accueilles, tu acceptes l'idée de te laisser porter en fin de compte par l'extérieur. Et je pense que dire non, c'est commencer à dire non, ça, je ne trouve pas ça acceptable, ça ne me convient pas. Et je sens que c'est un petit peu qui est en train de se faire chez toi comme démarche à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Ginette? J'attends juste que tu me donnes un petit commentaire, Ginette. Donc, Ginette, si tu as la chance, voilà, OK. Je ne suis pas tellement en contact avec des gens. Mais moi, ce que je sens quelque part, c'est que renouer contact avec du pouvoir, c'est pas finalement être nécessairement en contact avec des gens. Le pouvoir, c'est quoi? C'est renouer contact avec le désir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tantôt, je parlais d'identifier ses émotions. C'est quoi les émotions qui sont en moi? Tu me disais, je me sens bloqué, figé, emprisonné. C'est des émotions. Maintenant, c'est quoi le besoin qui ferait que tu serais plus bloqué, que tu serais plus figé, que tu serais plus emprisonné?
C'est quoi le besoin qui animerait ton être et qui te pousserait justement à te dire, ben voilà, ce besoin-là, si j'y réponds, je me sentirais plus figé, plus bloqué, plus emprisonné. Et à partir du moment que tu as reconnu ça, mais que tu commences justement à l'assumer, assumer quelque part ce besoin-là qui est en toi, puis à le vivre, puis à constater qu'est-ce que ça génère en toi. Oui, j'ai besoin d'identifier mes besoins. Effectivement, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez toi un petit peu comme de l'ocumène. J'exagère en le disant comme ça, hein. Mais une locumène, c'est quoi? C'est quelqu'un, quelque part, qui n'a pas, comme je disais, qui n'a pas de jambes, donc qui n'a pas l'assise sur le sol et qui se laisse un peu porter par le vent, en fin de compte. Et le vent, mais ça peut être les événements de la vie. Ça peut être pas relié à des personnes, mais les événements de la vie. Mais ça peut être aussi relié à des personnes. Un peu comme ça, on n'arrivait pas à prendre position par rapport aux événements de la vie. Quand on ne prend pas position par rapport aux événements de la vie, mais on se laisse dominer par la vie. La vie nous amène ailleurs, nous amène dans une direction, nous amène dans une autre direction, mais on n'est jamais dans une position où on se donne l'autorisation de reconnaître ce que nous, on veut de notre vie. Et je pense que c'est ça, quelque part, que tu dois apprendre maintenant à assumer d'une façon plus importante, je dirais. Donc, ça serait intéressant pour toi un petit journal intime. Avec la pratique d'enracinement, ça peut ouvrir la porte à ça, ou qui te fait vivre, justement, où tu peux prendre le temps d'exprimer, d'identifier vraiment les émotions, qu'on puisse manifester en toi. Ensuite, identifier les besoins qui viennent avec les émotions. C'est quoi le besoin qui ferait que tu te sentirais moins en colère, ou moins figé, ou moins bloqué, ou moins emprisonné. Et là, tu pourras ensuite mettre un plan d'action. Le plan d'action, ça veut dire, mais je pourrais faire ça une fois par jour, telle chose, telle chose, telle chose. Et là, c'est là que tu commences à te rendre compte que le non, pour moi, est un élément important. Le non, c'est quand on dit, mais la vie me dirige, elle m'amène là, m'amène là, m'amène là, parce que je me laisse dominer. Mais quand je dis non, ben, je dis non, j'irai pas là, non, j'irai pas là, non, j'irai pas là, on commence à donner un sens à notre vie en se disant, mais où est-ce que je vais aller? Si je veux pas aller dans cette direction-là, c'est quoi mon chemin? Et ça touche le besoin. Ça touche vraiment l'idée que je reconnais que j'ai des besoins, j'ai des envies, j'ai des désirs, et j'ai envie de prendre la direction qui va m'amener à accomplir ces désirs-là, ces envies-là. Et c'est là qu'on commence à réveiller en nous une envie d'expérimenter la vie d'une façon différente. C'est ça un peu que je te dirais par rapport à ça, Ginette. Ça va? Tu me disais que tu étais d'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires qui pourraient être présents avant qu'on termine. Donc, il y a France et Ginette qui étaient présents, mais je pense qu'il y avait d'autres, puis il y a peut-être d'autres personnes. Alors, si c'est le moment hein, de vous manifester, ceux qui auraient des questions, ça peut concerner donc les formations, donc la pratique personnelle, la pratique professionnelle. Ça peut donc évidemment être relié à des questionnements autour de ça, qui sont pas, dans lesquels vous n'êtes pas nécessairement étudiant, mais que vous avez des questions autour de ça, ou encore simplement des questions d'ordre plus personnel de votre vie, un peu comme ce que je viens de faire avec Ginette et France. Alors, pendant que les questions pourraient se poser, je vais simplement dire que dans le mail d'aujourd'hui que vous avez reçu, euh, pourquoi on se fait harceler au travail? Mais c'est sûr que dans la situation que toi tu as, France, qui est un peu la position de victime, ben, la position de victime, à quelque part, nous met dans une position que moi je dirais euh, de soumission. La soumission, c'est quoi? Moi, je suis une bonne personne, et cette bonne personne-là fait tout ce qu'il faut pour que les gens soient contents et soient heureux. OK? Alors ça, c'est un peu toi, ça, France, j'ai l'impression. Donc, quand on est comme ça, ben, les gens nous regardent, puis comprennent quelque part qu'on veut tellement être aimé, on veut tellement faire ce qu'il faut pour que les gens soient contents, que les gens, des fois, malheureusement, vont avoir l'impression qu'ils vont pouvoir nous utiliser. Par exemple, telle personne va se rendre compte à quelque part qu'elle a un travail qu'elle n'a pas envie de faire, puis elle va dire, ah, mais tu sais, France, je me sens pas bien aujourd'hui, il me semble, est-ce que tu pourrais pas m'aider pour faire telle chose? Puis finalement, elle va s'en aller, puis elle va te laisser le faire. Là, je fais une caricature, hein? Je ne dis pas que c'est ça qui se passe nécessairement, mais c'est des situations de manipulation. Manipulation dans le sens qu'on comprend quelque part que tu es super gentille, que tu es super compréhensive, que tu es super avenante, que tu es super attentive aux autres. Et eux, ben, quelque part, ils comprennent quelque part que parce que tu es comme ça, tu vas donc accepter tout. Et en acceptant tout, ben, quelque part, eux en profitent. Et c'est là, quelque part, que ces situations d'harcèlement-là peuvent se manifester parce qu'on va comprendre qu'on peut te dominer. On peut faire un peu ce qu'on veut avec toi parce que, justement, tu es une bonne personne. Et les bonnes personnes qui ne savent pas dire non, ben, c'est des personnes qui deviennent victimes ou qui deviennent esclaves parce qu'ils ne sont pas capables de dire non. Et je pense que c'est ça, quelque part, que tu dois apprendre aussi à faire, c'est de dire non. Et ça veut donc dire non, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ramener aussi à dire, c'est vrai que je suis gentil, c'est vrai que je suis romantique, mais je ne suis pas stupide, puis je ne suis pas une niaiseuse. Ça se résume à ça. C'est-à-dire, c'est vrai que je suis quelqu'un de très gentil, de très patient, de très romantique, qui croit énormément à l'être humain,
mais quelque part, je ne suis pas niaiseuse. Donc, si tu ne te comportes pas avec moi d'une façon mature et adulte, ben moi, je vais m'en rendre compte puis je vais te dire non. Si tu abuses de moi, je vais te dire non. Si tu tentes de me manipuler émotionnellement parlant, je vais te dire non. Tu comprends, France? C'est que j'ai l'impression quelque part qu'il y a quelque chose en toi qui doit apprendre maintenant à renouer contact avec l'affirmation qui nous dit je suis plus, je pas parce que je suis gentil que je suis conne, OK? Alors, la gentillesse, c'est ça que des fois ça peut entraîner, c'est qu'on est tellement gentil, on veut tellement pas déplaire qu'on va exagérer. On va exagérer dans la gentillesse et les gens vont inévitablement en abuser. Et dans ces conditions, ben là, on va devenir un peu la niaiseuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas niaiseuse, mais les gens vont avoir un regard vers nous de non-respect parce qu'ils vont se dire on peut faire ce qu'on veut avec elle. Et c'est là que ça devient pernicieux parce que c'est plate hein, d'avoir le sentiment qu'on peut se faire, euh, qu'on subit les autres en fin de compte. Je ne sais pas si tu me suis à ce niveau-là, France. Oui, bon. Alors, c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça. Alors, si vous voulez bien, donc, je vais peut-être maintenant conclure, mais comme je disais tantôt qu'il y a d'autres questions qui se viennent, qui se manifestent. Euh, donc, vous avez reçu un mail et dans lequel il y avait une proposition. Donc, je vais vous la rappelle simplement cette proposition-là parce qu'elle pourrait. Oui, il faut se faire respecter absolument en France. C'est absolument essentiel. Et le respect, c'est lorsque les gens comprennent qu'on n'est pas un acquis, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec nous. C'est ça le respect. Hein? C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'on ne peut pas être dominé. Parce que la domination, effectivement, c'est là que ça amène le non-respect. Quand on sait qu'on peut faire n'importe quoi avec une personne, on comprend que cette personne-là n'est pas, elle se respecte pas elle-même. Donc, on peut abuser d'elle. Et ça rejoint un peu la dynamique avec ton mari. Et c'est là qu'on voit quelque chose de similaire là-dedans et que sans doute que tu dois apprendre, effectivement, à vraiment développer cette notion de respect et à commencer à reconnaître que tu es super gentil, tu es super cool, mais en même temps, une limite. C'est quoi la limite et où est-ce qu'elle se situe cette limite-là et où tu dois l'assumer et l'exprimer clairement, cette limite-là. C'est là que c'est important pour toi de bien définir ça aussi. Donc, je reviendrai avec l'idée des modules. Donc, vous aviez un module 1 qui est gratuit, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, sur le site développementconscience.com, vous pouvez vous inscrire sur ce module-là. Mais il y avait une proposition d'un enseignement personnalisé qui était proposé dans le mail, dans lequel je vous invitais à pouvoir bénéficier de 3 modules. Donc, le module 1, c'est le module qui est gratuit. Le module 2, qui est le pouvoir de l'accueil, le pouvoir de l'amour, dont les questions quand même un peu plus dans la conférence pour ceux qui la visionneront puisque j'en parle un peu plus de cette technique-là, qui est assez importante au niveau de la relation amoureuse avec soi-même et la relation amoureuse qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre. Donc, et qui met en évidence un petit peu les dynamiques relationnelles que j'ai présentées très sommairement aujourd'hui avec vous. Et le module 3 ben, c'est un module finalement qui est au choix, soit le module d'auto-guérison, soit le module sur les chakras pour équilibrer ses chakras, soit le module pour travailler sur les émotions associées aux chakras, les sous-personnalités associées aux chakras, soit le module pour déprogrammer la mémoire cellulaire, passé, présent, futur, soit le module pour l'alignement au soi supérieur, qui touche la dimension transpersonnelle, soit le module déprogrammation par les guides, soit le module cerveau et thérapie quantique, qui favorise, donc qui présente le travail de comment on peut favoriser une transformation. Il y a également un module sur l'alimentation intuitive, un autre module sur l'équilibre des lieux et de soi, qui est également proposé, et un dernier module qui propose la prospérité, spiritualité et énergie de vie. Alors, c'est tous des modules, effectivement, qui ont des thèmes particuliers, et si vous êtes intéressé le prix, c'est 150 €, 150 $ pour les 3 modules, plus une mini-consultation. Alors, la mini-consultation est intéressante parce qu'elle vous donne l'opportunité de bénéficier d'un enseignement que je vais personnaliser par rapport à ce que vous êtes en train de faire comme travail sur vous-même. Et si vous n'avez pas quel choisir comme 3e module, bien évidemment, vous vous inscrivez, vous regardez avec moi, vous me parlez de votre problématique, ce que vous aimeriez travailler, et moi, je vais choisir le module en tenant compte de ça, je vais vous le proposer, et à partir de là, vous allez pouvoir suivre donc 3 modules et une mini-consultation. Pour 150 €, 150 $, c'est quand même un prix intéressant parce que la mini-consultation, c'est comme un moment qui a une certaine valeur. Les 3 modules, ben, quelque part, il y en a un qui est gratuit, 2 qui sont payants, mais vous avez quand même une belle valeur quand même à travers ce cheminement-là. Et c'est disponible là, donc, en ce moment. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail pour me le faire savoir. Et puis, on prend rendez-vous, on regarde ensemble qu'est-ce qui serait le plus approprié pour vous et on y va. Voilà. Me conseilles-tu un module en particulier? Me conseilles-tu un module en particulier, Sylvain? Ginette.
Mais c'est sûr que la pratique de l'enracinement, comme on l'a vu, serait certainement intéressant. Maintenant, pour ce qui est du deuxième module, ben, le deuxième module, c'est un module très intéressant aussi, puisqu'on apprend à travailler avec l'énergie de l'amour universelle, et on apprend donc à ce moment-là à s'accueillir et accueillir les gens autour de soi. On travaille donc à devenir conscient qu'on a tendance, nous, à se dissocier régulièrement. Puis le travail de l'amour, ben, c'est de se réunifier, de se mettre en unité intérieure. Donc, c'est quelque chose de fort intéressant. Le troisième module, mais Ginette, ce serait vraiment, moi je te dirais, le plus important quelque part, c'est de s'assumer, c'est ce que je vous enseigne. Donc c'est sûr que moi je vais te proposer qu'on ait une discussion éventuellement et qu'on regarde si tu es intéressé à définir quel serait le module qui serait le plus approprié pour que tu en bénéficies au maximum selon les objectifs que tu te fixes. Alors il y a plusieurs modules, plusieurs objectifs à l'intérieur de ces modules-là, mais selon ce que toi tu auras envie de travailler, ben, on pourrait effectivement donner une orientation plus précise à ce module-là. Donc, moi, je t'inviterais certainement à me faire part de c'est quoi ton objectif. Puis à partir de là, moi, je pourrais regarder avec toi qu'est-ce qui serait le module qui serait le plus intéressant pour parvenir à atteindre les objectifs que tu te fixes. Donc, voilà, voilà. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais donc à vous transmettre aujourd'hui. Vous avez donc un prochain webinaire, donc lundi prochain. Je vais peut-être vous envoyer donc une invitation, mais sachez que, à preuve du contraire, ça va être ici, dans cette même salle-là, puisque dans l'autre chat, qui est un chat que j'ai développé, bon, il y a eu un petit problème technique, donc je voudrais vraiment être sûr qu'il va être réglé, puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, c'était un peu une question de caméra qui avait un petit problème. Donc, je pourrais vous tenir au courant de toute façon si ça doit être dans cet espace-ci ou dans l'autre, mais je pense que ça va être dans cet espace-ci pour la prochaine fois, pour tout de suite. Donc voilà, voilà. Alors j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vous remercie d'avoir été présent. Et prochain rendez-vous, donc lundi prochain, si ça vous dit, à 18h, même heure comme d'habitude. Et on prend le temps donc de répondre à des questions. Il y aura une petite présentation de conférence que je n'ai pas encore définie, mais qui pourra donc être présentée très sommairement, comme j'ai fait ici avec vous pour cette occasion-là. C'est bien? Donc je vous remercie et je vous souhaite une très très belle soirée. Bonne soirée, France et Ginette, et peut-être les autres qui n'ont pas manifesté leur présence. Au revoir.